Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des Dessous de la littérature. Vous écoutez les Dessous de la littérature, le podcast d'anecdotes littéraires. Je m'appelle Anna, je suis autrice et lectrice passionnée depuis toujours. J'ai créé ce podcast parce que les mots convoquent le réel et participent à le modeler, parce que la littérature est le héros de la société, parce que la beauté mérite d'être célébrée. Et c'est pourquoi je vous invite, avec moi, à plonger entre les hémistiches, à vous laisser submerger par le flot des métaphores, à voguer sur les assonances et à venir vous lever au creux des pages en toute sérénité. Et vous vous en êtes peut-être déjà aperçu, mais votre humble servante que je suis s'efforce de toujours renouveler ses approches, approfondir ses connaissances en littérature, ce dont je m'acquitte bien évidemment avec bonheur, et de découvrir de nouvelles anecdotes pour vous les narrer ensuite. C'est donc avec une joie et un délice intense que cette semaine, je vais vous parler d'amitié. L'amitié, on le dit souvent, c'est sous-coté. L'amour a droit à ses titres de noblesse depuis toujours, mais ce lien si délicat qui unit deux êtres, ces atomes crochus qui entrelacent des âmes, est pour sa part souvent délaissé. Or, l'amitié qui va nous occuper aujourd'hui pourrait presque servir d'idéal type de ce sentiment. Longue, profonde, intellectuelle, mais également pleine de camaraderie, ce sont quelques-unes des descriptions qui me viennent en tête quand on veut caractériser l'amitié qui unissait Gustave Flaubert et Ivan Tourguenieff. Mais avant de passer à l'anecdote du jour, vous connaissez la chanson, attelons-nous à brosser à grands traits leur biographie croisée. Ils n'étaient pas nés sur la même terre, ils n'étaient pas élevés dans les mêmes langues, et pourtant, Gustave Flaubert et Ivan Tourguenieff se sont retrouvés au fil de leur vie comme deux frères d'encre et d'idées. Deux hommes unis par une mélancolie douce, par une exigence farouche d'écriture et par cette étrange posture, vivre dans la solitude pour mieux contempler le tumulte du monde. Chapitre 1. Deux enfances, deux paysages. Tandis que Flaubert naît en 1821 dans la ville grise et relativement pluvieuse de Rouen, dans le nord de la France, Tourguenieff, lui, voit le jour 3 ans plus tôt, en 1818, dans le vaste empire russe, à Orel, une petite ville paisible baignée par la rivière Oka. À Rouen, Flaubert grandit dans le pavillon d'un hôpital, sous l'ombre des scalpels de son père chirurgien. Il en tirera une fascination précoce pour l'anatomie humaine, physique comme morale. À Aurel, pour sa part, Tourguenieff vit sous la coupe d'une mère autoritaire, aristocratique, cruelle parfois, qui règne sur ses terres et sur ses serfs. Lui aussi développe très tôt un goût amer pour l'hypocrisie sociale. Dès l'enfance, ils portent tous deux ce qui deviendra leur marque d'écrivain, la lucidité sur les hommes, la tendresse pour les humiliés, et cette solitude intérieure qui ne les quittera plus. Chapitre 2. Les études, la fuite. Flaubert étudie le droit à Paris. Contre son gré, il faut bien le dire. Il y découvre l'ennui des amphithéâtres, mais aussi la fièvre littéraire, côtoyant Baudelaire et Maxime Ducamp. Très vite, il choisit la fuite, il retourne en Normandie, il s'isole dans la propriété familiale de Croisset, près de la Seine. Il écrit, seul, dans une rigueur quasi monacale. Tourguenieff, lui, part étudier à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg. C'est à Berlin, en Allemagne, qu'il tombe amoureux des idées européennes, du romantisme allemand, des philosophies occidentales. Lui aussi choisira une certaine forme d'exil. La Russie lui semble lourde, archaïque. L'Europe, elle, lui paraît légère. Chapitre 3. Deux voyageurs, l'un immobile, l'autre beaucoup plus mondain. Ils sont deux à aimer les voyages intérieurs. Flaubert ira jusqu'en Orient, Égypte, Syrie, Palestine, mais reviendra toujours à Croisset, où il écrira ses chefs-d'œuvre dans le silence, penché sur chaque mot comme un artisan fou. Tandis que Tourguenieff, au contraire, vivra une grande partie de sa vie en exil volontaire, en Allemagne, à Baden-Baden notamment, en préférant la compagnie des écrivains français au salon russe. Il est également un grand mondain et suit une activité sociale à Londres et à Paris. Chapitre 4. Une rencontre. C'est en 1863 que Flaubert et Tourguenieff se rencontrent à Paris, mais ça, on y reviendra juste après en détail, et c'est pourquoi je passe tout de suite au chapitre 5, les femmes et la mélancolie. Les amours des deux hommes sont aussi des miroirs brisés. Flaubert aime sans s'attacher, Louise Collet sera sa grande passion tumultueuse et orageuse, mais il finira toujours par choisir l'écriture.
Tourguenieff, quant à lui, sera amoureux toute sa vie d'une femme mariée, la cantatrice Pauline Viardot. Amour platonique ou consumé, le mystère demeure. Mais Tourguenieff vivra des années sous le même toit que Pauline et son mari, dans un triangle amoureux relativement étrange, discret à l'image de sa personnalité douce et résignée. Chapitre 6. Deux regards sur le monde. Le réalisme sera leur terrain commun. Mais là où Flaubert traque la bêtise dans les petites villes françaises, comme dans Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet par exemple, Tourguenieff explore la mélancolie des jeunes Russes, comme dans Père et Fils, et les tourments d'une aristocratie finissante. Ils ont tous les deux ce même regard compatissant pour les êtres ordinaires broyés par le destin et également une certaine plume relativement cynique. Chapitre 7. Deux tombes éloignées. Flaubert va mourir en 1880 d'une hémorragie cérébrale dans sa chère maison de Croisset, tandis que Tourguenieff, lui, mourra 3 ans plus tard, en 1883 donc, en France, à Bougival. Ils ont deux vies relativement parallèles, deux écrivains qui sont solitaires, fraternels, exigeants et surtout unis par une même quête d'absolu littéraire. Passons maintenant à l'anecdote qui est le sujet du jour, à savoir leur correspondance. Comme je le disais plus tôt, Flaubert et Tourguenieff se rencontrent en 1863 chez un ami commun, le dénommé Magny. Immédiatement, l'affection est réciproque, car tous les deux se connaissent indirectement, c'est-à-dire comprendre par le truchement de leurs livres respectifs et s'admirent. Tourguenieff admire la discipline impitoyable de Flaubert, tandis que Flaubert, lui, est touché par l'élégance et l'ironie de ce grand russe doux, presque aristocrate par le geste, mais démocrate par le cœur. Leur amitié se dévoile, mûrit et grandit au sein de la correspondance fournie qu'ils s'enverront pendant tout de même 17 ans, jusqu'à la mort de Flaubert. Au total, ce sont 235 lettres qu'ils s'adressent, au gré desquelles nous pouvons désormais redécouvrir et lire l'attachement sincère qui les unissait. D'ailleurs, c'est presque un coup de foudre amical, si je puis dire, puisqu'ils se rencontrent chez Magny le 23 février 1863 pour être précise, et le 1er mars, soit une semaine tout pile plus tard, Tourguenieff envoie la première lettre et 2 de ses livres à Flaubert, et c'est ça qui ouvre leur correspondance. Et au début, comme dans toute relation naissante, les formules sont chaleureuses, mais formelles. Yvan lui donne des chers monsieur, des je vous prie d'accepter l'expression de ma sincère sympathie, tandis que Gustave lui répond oh, j'ai été bien heureux, mon ami, il y a 15 jours de faire votre connaissance et de vous serrer les mains. C'est ce que je fais de nouveau, plus fortement que jamais, en vous priant de me croire, cher confrère, tout à vous. Lettre numéro 2, donc, du 16 mars 1863. Toutefois, assez vite, la chaleur des échanges s'installe, poussée par un terreau commun, une passion qui les unit et les unira toute leur vie. Bien évidemment, je veux parler de la littérature. L'un et l'autre s'enverront leurs livres, les commenteront et s'admireront. Même si parfois ça ne les empêche pas d'être critiques, comme lors de ce post-scriptum de Tourguenieff qui m'a fait éclater de rire, puisque en date du 24 novembre 1868, il lui dit Trouver un autre titre, éducation sentimentale est mauvais. Quand on sait l'immense postérité littéraire de l'œuvre, ce commentaire a vraiment de quoi faire sourire. Autant Flaubert a aidé Maupassant dans ses débuts et a pu avoir un ton un peu paternaliste avec lui dans leur correspondance, autant avec Tourguenieff, il parle là à un semblable ou, comme il le dit si bien, à un confrère. Et ce qui fait que très vite, on passe donc de cher monsieur à 1000 poignées de main, 1000 amitiés, mon cher ami, jusqu'à aboutir à ce surnom que je trouve si touchant et qu'ils se donneront l'un à l'autre jusqu'à la fin, mon bon vieux. Au gré de ces lettres, la création littéraire prend vie, loin de tout ornement. Flaubert se confie, Tourguenieff aussi, les deux évoquent parfois de la rouille sur les ressorts, comme le dit Yvan, ou, formulé à la Flaubert, je suis dans un état de sécheresse, comme disent les mystiques, la grâce me manque, dans cette jolie lettre du 5 août 1872. S'ils se plaignent de la rudesse du métier d'écrivain, du peu de succès que rencontre l'un ou l'autre de leurs ouvrages, chacun s'encourage, et d'ailleurs, ce sera pour la petite anecdote, une anecdote dans l'anecdote, Tourguenieff qui traduira les romans de Flaubert en russe pour les éditions dans sa patrie natale. Néanmoins, malgré tout ce qui les rapproche, leur train de vie les éloigne régulièrement. C'est tant mieux pour nous, me direz-vous, car c'est sans doute en raison de leur éloignement physique qu'ils ont eu une correspondance aussi fournie. Flaubert est essentiellement à Croisset, comme il le dit si bien, il tâche de vivre dans une tour d'ivoire, tandis qu'Yvan, lui, est toujours par Mons et par Vaux. Il mène une vie mondaine de haute intensité et n'a que peu de temps à consacrer en physique à son cher vieux.
Les circonstances historiques n'y sont pas pour rien non plus, puisque leur correspondance renvoie régulièrement à des événements historiques qu'ils vivent en contemporain. La guerre franco-prussienne, la prise de Paris par la Prusse, la Commune de Paris ensuite. Tout cela inspire d'ailleurs à Flaubert la plus vive détestation qu'il ne se prive pas de partager à son ami. Le 13 novembre 1872, il écrira ainsi à Yvan, ouvrez les guillemets, la bêtise publique me submerge. Depuis 1870, je suis devenu patriote. En voyant crever mon pays, je sens que je l'aimais. La Prusse peut démonter ses fusils. Pas né besoin d'elle pour nous faire mourir. J'ai la tristesse qu'avaient les patriciens romains au IVe siècle. Je sens monter du fond du sol une irrémédiable barbarie. Jamais les intérêts de l'esprit n'ont moins compté. Jamais la haine de toute grandeur, le dédain du beau, l'exécration de la littérature, enfin, n'a été si manifeste. Et il poursuit avec cette phrase pleine de panache un peu plus loin. J'ai toujours tâché de vivre dans une tour d'ivoire, mais une marée de merde en bas les murs à la faire crouler. Il ne s'agit pas de politique, mais de l'état mental de la France. Bon, bien sûr, je vous rassure, toutes leurs causeries ne sont pas aussi maussades. On y croise des louanges, plus enthousiastes d'ailleurs de la part d'Yvan que de Gustave du reste, à propos de Georges Sand ou encore Théophile Gautier, et bien des influences et des émulations au sujet de leurs manuscrits respectifs. Lorsque Flaubert meurt, en 1880, Tourguenieff est en Russie, et dans une ultime missive émouvante dont il ignore quelle sera la dernière, il lui écrit « Mon cher vieux, ce n'est pas une lettre, c'est un signe de vie que je donne. Je reviens à Moscou pour la fête d'inauguration de la statue de notre grand poète Pouchkine. Nota bene, vous recevrez une invitation du comité. Naturellement, vous ne viendrez pas. Mais si vous envoyez un télégramme, il sera lu aux applaudissements enthousiastes des convives du banquet. Dès la première quinzaine du mois de juin, je suis à Paris et j'espère vous serrer dans mes bras. » Il conclut enfin par « Je vous embrasse et à bientôt, votre vieux Yvan Tourguenieff. » Et c'est ainsi que nous terminons aujourd'hui cet épisode, une relation épistolaire longue de 17 ans, dans laquelle l'écrit, les mots et la littérature ont formé un espace, un lieu à soi, comme le dirait Virginia Woolf, pour permettre à deux écrivains de tisser des liens intellectuels et amicaux superbes et qui nous donnent à voir, un siècle et demi plus tard, la substantifique moelle de ce qu'est une amitié littéraire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode des Dessous de la littérature. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les prochains épisodes. Et moi, en attendant, je m'en retourne à mes livres et je vous dis à bientôt.